Rodrigo Bastos a passé sa vie à fuir son passé jusqu'à ce qu'il le rattrape. Devant un restaurant de luxe, un enfant des rues murmure son nom, révélant des secrets qui pourraient ébranler son empire. Rodrigo acceptera-t-il la vérité ou risquera-t-il de tout perdre? Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Les lumières du quartier financier de São Paulo scintillaient dans le ciel nocturne, tandis que Rodrigo Bastos sortait de La Fontaine, le restaurant le plus exclusif de la ville. À 45 ans, sa grande stature, ses cheveux grisonnants et son costume parfaitement taillé attiraient tous les regards. Le voiturier s'empressa d'apporter sa Mercedes noire. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ce soir, monsieur Bastos ?» demanda le directeur du restaurant, qui l'avait personnellement accompagné jusqu'à la porte. « Non, Carlos, le dîner était convenable », répondit Rodrigo froidement, consultant sa Rolex. Il ne faisait jamais de compliments facilement. Cela faisait partie de ce qui poussait les gens à travailler plus dur pour lui faire plaisir. Alors qu'il attendait sa voiture, l'attention de Rodrigo fut attirée par un mouvement dans l'allée à côté du restaurant. Au début, il essaya de l'ignorer. Les moins fortunés ne le concernaient pas. Mais quelque chose le fit regarder à nouveau. Là, éclairé par les lumières extérieures du restaurant, se trouvait une petite silhouette penchée sur une benne à ordures. Un garçon, âgé d'à peine 12 ou 13 ans, fouillait dans les sacs poubelles, sortant du pain à moitié mangé et des restes de nourriture. Un malaise se fit sentir dans l'estomac de Rodrigo. Il voulait détourner le regard, monter dans sa voiture de luxe et oublier ce qu'il avait vu. C'est ce qu'il faisait toujours. C'est ainsi qu'il avait bâti son empire, en regardant vers l'avant, jamais en arrière, jamais sur le côté. « Votre voiture, monsieur !» dit le voiturier en ouvrant la portière. « Attendez !» dit Rodrigo, se surprenant lui-même. Il donna un généreux pourboire au voiturier. « J'arrive dans un instant. » Avant qu'il ne puisse y réfléchir à deux fois, Rodrigo marcha vers l'allée. « Hé, gamin, que fais-tu » appela-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Le garçon se retourna surpris, serrant un petit pain à moitié mangé contre sa poitrine. Ses vêtements étaient sales et trop grands pour sa silhouette mince. Son visage était souillé, à de crasse, mais ses yeux, grands, noirs et d'une certaine manière familiers, levèrent les yeux vers Rodrigo avec un mélange de peur et de défi, puis ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Rodrigo !» murmura le garçon. Rodrigo eut l'impression que quelqu'un l'avait frappé à l'estomac. Il recula d'un pas. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-il, regardant de plus près l'enfant. Il y avait quelque chose dans son visage, quelque chose qui tirait sur les bords de sa mémoire. Le garçon déglutit difficilement. Il redressa les épaules, serrant toujours le pain. « Ma mère m'a dit que si je te trouvais un jour, je devais te dire que je suis ton frère. » Le monde sembla basculer sous les chaussures en cuir coûteuses de Rodrigo. Un flot de souvenirs. Il reflua. Des souvenirs qu'il avait enfermés il y a 25 ans lorsqu'il avait quitté son foyer et n'avait jamais regardé en arrière. « C'est impossible, » dit Rodrigo, sa voix à peine audible. « Mon frère est mort avec ma mère. » Dans cet incendie, le garçon secoua la tête. « Non, je m'appelle Miguel. Ma mère était Lucia Bastos. Elle est morte le mois dernier d'un cancer. » Sa voix se brisa. « Avant de mourir, elle m'a dit de te trouver. Elle a dit que tu ne saurais rien de moi, que tu étais parti avant. » Il s'arrêta et Rodrigo se retrouva à regarder les traits du garçon de plus près. Les mêmes yeux noirs que sa mère, le même menton têtu que leur père. « C'est absurde, » dit Rodrigo, plus à lui-même qu'au garçon. « Qui t'a mis au courant de cela? Est-ce Rivera ou Mendez ?» Ses concurrents étaient capables de tout pour le déstabiliser. « Personne, » répondit Miguel, sa jeune voix ferme malgré ses circonstances. « Je te cherche depuis 3 semaines. J'ai dormi dans des refuges quand je le pouvais, mais surtout dans la rue. J'ai vu ta photo dans un magazine économique que quelqu'un a jeté. » La tête de Rodrigo tournait. Ce ne pouvait pas être vrai. Et pourtant, ses yeux. Il se souvenait des yeux de sa mère. La même forme, la même profondeur. Où as-tu été tout ce temps? Si ce que tu dis c'est vrai, tu devrais avoir 12 ans, fournit Miguel. Maman et moi habitions à Belo Horizonte. Elle a toujours dit qu'elle te parlerait de moi un jour, mais elle avait peur. Peur de quoi? Lança Rodrigo, sa confusion se transformant en colère. Peur que tu ne la crois pas. Peur que tu penses qu'elle voulait ton argent. Le regard de Miguel se baissa. Mais elle n'a jamais rien demandé, même quand on n'avait pas assez à manger.
Un klaxon de voiture retentit au loin, ramenant Rodrigo à son environnement. Il se tenait dans une allée en train de parler à un enfant des rues qui prétendait être son frère. Des gens observaient. Des journalistes pouvaient être n'importe où. « Viens avec moi », dit-il brusquement. Miguel hésita, serrant son pain plus fort. « Je ne vais pas te faire de mal », dit Rodrigo, adoucissant légèrement le ton. « Mais on ne peut pas parler ici. » Il conduisit le garçon jusqu'à sa voiture qui attendait, ignorant l'expression choquée sur le visage du voiturier. « Emmenez-nous à mon Pentouse », ordonna-t-il à son chauffeur Diego, qui était trop professionnel pour commenter l'enfant sale assis maintenant sur les sièges en cuir immaculé. Le trajet fut silencieux. Rodrigo fixa droit devant lui, l'esprit en ébullition. C'était impossible. Sa mère était morte dans cet incendie lorsqu'il avait 20 ans. On lui avait dit que son frère de 5 ans était mort avec elle. Son père avait été dévasté, se noyant dans l'alcool jusqu'à une mort prématurée 2 ans plus tard. Rodrigo s'était jeté corps et âme dans la construction de son entreprise après cela, tournant le dos à la pauvreté et à la douleur. De sa jeunesse. Il n'avait jamais regardé en arrière. Il n'avait jamais voulu se souvenir de la petite maison à la périphérie de la ville, de la lutte constante, des disputes d'argent. Il lança un coup d'œil à Miguel, qui fixait la lumière de la ville qui défilait, les yeux grands ouverts, serrant toujours son morceau de pain. « Tu peux le manger si tu as faim », dit Rodrigo maladroitement. Miguel le regarda puis prit lentement une bouchée du pain rassis. « Quand on arrivera chez moi, tu pourras manger de la vraie nourriture », ajouta Rodrigo, se sentant étrangement coupable. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'immeuble de luxe de Rodrigo. Les yeux du portier s'écarquillèrent à la vue de Miguel, mais un regard vif de Rodrigo empêcha tout commentaire. La montée en ascenseur jusqu'au Pentouse fut tendue. Miguel gardait les yeux fixés sur ses chaussures usées, tandis que Rodrigo essayait de comprendre ce qui se passait. Lorsqu'ils entrèrent dans le Pentouse, Miguel haleta. L'espace vaste avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville était différent de tout ce qu'il avait jamais vu. « Assieds-toi », ordonna Rodrigo désignant la table à manger. « Je vais te chercher quelque chose à manger, et ensuite tu vas me raconter tout. » Alors que Rodrigo fouillait dans son réfrigérateur, rarement utilisé puisqu'il mangeait généralement dehors, ou faisait préparer des repas par sa femme de ménage, il essaya de calmer ses pensées qui s'emballaient. Il revint avec une assiette de poulet froid, de fromage et de pain. Miguel mangea avec appétit, tandis que Rodrigo se versait un généreux verre de whisky. « Maintenant, parle, » dit-il après que Miguel eut terminé. « Comment puis-je savoir que tu es vraiment celui que tu dis être ?» Miguel fouilla dans sa poche et sortit une photo usée. « Maman me l'a donnée avant de mourir. » Rodrigo prit la photo des mains tremblantes. Elle montrait une jeune femme tenant un bébé. La femme était indéniablement sa mère, Lucia, ayant l'air beaucoup plus en bonne santé qu'elle ne l'avait été dans les années précédant l'incendie. Le bébé devait être Miguel. « Cela ne prouve rien, » dit Rodrigo, mais sa voix manquait de conviction. « Ma mère est morte dans un incendie quand j'avais 20 ans. » Miguel secoua la tête. « C'est ce qu'elle voulait que tout le monde pense. Elle a dit qu'il y avait des problèmes avec de mauvais hommes. Elle a simulé l'incendie et s'est enfuie avec moi. Je n'étais qu'un bébé. »« Quel mauvais homme ?» demanda Rodrigo. « Des usuriers. Papa leur devait de l'argent. Après que tu sois parti de la maison pour démarrer ton entreprise, maman a dit que les choses ont empiré. Papa a emprunté de l'argent à des gens dangereux. » Les yeux de Miguel remplirent de larmes. « Elle a dit qu'elle devait disparaître pour me protéger, elle et moi. Elle avait dit à tout le monde qu'elle était morte parce qu'elle craignait qu'on la retrouve. » Rodrigo serra fermement son verre de whisky. Cela ressemblait exactement à quelque chose que son père aurait fait. L'homme avait toujours cherché la facilité, empruntant toujours de l'argent pour sa prochaine grande idée, qui ne se concrétisait jamais. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté une fois que j'ai réussi? J'aurais pu l'aider. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Elle avait honte, dit simplement Miguel, et peur que tu sois en colère qu'elle ait menti. Elle a suivi ton succès de loin. Elle a gardé tous les articles de journaux te concernant. Le silence qui suivit était lourd. Rodrigo fixa la photo, le visage de sa mère. Elle avait été en vie toutes ces années. Il avait pleuré sa mort, enterré son souvenir, endurci son cœur, et elle avait été en vie, élevant son frère. « En secret, elle m'a fait promettre de te retrouver avant de mourir, » continua Miguel.
Elle a dit que tu étais la seule famille qu'il me restait. Rodrigo leva les yeux vers le garçon, son frère, voyant plus clairement maintenant les ressemblances, la tétureté de sa mâchoire, l'intensité de son regard. « Où as-tu vécu depuis sa mort ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Où je pouvais » répondit Miguel, d'un haussement d'épaule trop blasé pour un enfant de 12 ans. Les dames de l'hôpital étaient gentilles, mais elles ont dit que je devais aller à un orphelinat. Je me suis enfui. Je devais te trouver. Rodrigo se leva brusquement et alla à la fenêtre, regardant la ville en contrebas, son empire, tout ce qu'il avait construit après avoir laissé son passé derrière lui. Et maintenant, son passé l'avait se retrouvé sous la forme d'un garçon décharné qui pourrait être son frère. « Tu peux rester ici ce soir, » dit-il finalement, sans se retourner. « Demain, je demanderai à mon avocat de se pencher sur ça. Si ce que tu dis est vrai, il ne... » put finir la phrase. Si ce que Miguel disait était vrai, alors tout ce que Rodrigo croyait savoir sur son passé était un mensonge. Les fondements sur lesquels il avait bâti sa vie froide et prospère s'effondraient sous ses pieds. « Merci, » dit Miguel doucement. Rodrigo se retourna pour le regarder. « Ne me remercie pas encore. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. » Mais alors qu'il conduisait Miguel dans la chambre d'amis, observant l'étonnement du garçon devant le grand lit et la salle de bain privée, Rodrigo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Une fissure. Dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur, il y a des serviettes propres dans la salle de bain si tu veux prendre une douche, dit-il sèchement. Je te trouverai quelque chose pour dormir. Plus tard, après que Miguel eut pris une douche et enfilé un des t-shirts de Rodrigo, qui pendait comme une robe sur son petit corps, Rodrigo resta sur le seuil de la chambre d'amis, regardant le garçon monter dans le lit. « Bonne nuit, Rodrigo » dit Miguel, sa voix faible mais pleine d'espoir. « Bonne nuit » répondit Rodrigo en éteignant la lumière. Il retourna dans le salon et se versa un autre whisky, fixant la photo que Miguel lui avait donnée. Le visage de sa mère le regardait, ses yeux, les yeux de Miguel, semblant demander de la compréhension. Rodrigo prit son téléphone et composa un numéro. « Antonio » dit-il lorsque son avocat répondit. « J'ai besoin de vous à mon penthouse dès demain matin et amenez quelqu'un qui peut faire un test ADN. C'est urgent. » En raccrochant, Rodrigo regarda le long du couloir vers la chambre où Miguel dormait, le garçon qui pourrait être son frère. Le dernier lien avec un passé qu'il avait essayé d'oublier. Pour la première fois depuis des années, Rodrigo Bastos, l'homme connu pour ses décisions commerciales impitoyables et son comportement froid, eut peur. Non pas des usuriers ou des rivaux commerciaux, mais de ce que l'apparition de ce jeune garçon dans sa vie pourrait signifier. Des émotions qu'il avait enfermées si longtemps et qui menaçaient maintenant de se libérer. Il prit une autre gorgée de whisky et fit un vœu silencieux. Il découvrirait la vérité quelle qu'elle soit. Et puis il déciderait quel genre d'homme il voulait vraiment être. Les rayons du soleil pénétraient à travers les baies vitrées du penthouse de Rodrigo, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. Il n'avait pas bien dormi, passant la majeure partie de la nuit à regarder le plafond, l'esprit bouillonnant de questions et de doutes. La sonnette sonna précisément à 8 heures. Rodrigo, déjà vêtu d'un costume parfaitement repassé, ouvrit la porte pour trouver Antonio Mendes, son avocat et son plus proche ami, debout à côté d'une femme portant une trousse médicale. « Ça vaut mieux être important », dit Antonio en ajustant ses lunettes. « J'ai dû reporter une réunion avec le groupe Santos. »« Ça l'est », répondit Rodrigo sombrement. « Entrez. » Les sourcils d'Antonio se levèrent lorsque Rodrigo expliqua la situation à voix basse, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le couloir vers la chambre d'amis où Miguel dormait encore. « C'est le docteur Carvalho », dit Antonio en montrant la femme. « Elle peut prélever des échantillons pour un test ADN aujourd'hui, mais les résultats prendront quelques jours. »« Faites plus vite », exigea Rodrigo. Antonio soupira. « Rodrigo, tu sais que ce n'est pas comme ça. Je peux organiser des résultats accélérés, » interrompit le docteur Carvalho. « Mais cela prendra quand même au moins 48 heures. » Rodrigo hocha la tête sèchement. « Très bien, réveillons le garçon. » Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre d'amis, ils trouvèrent Miguel déjà réveillé, assis en tailleur sur le lit, paraissant petit sur le matelas king-size. « Bonjour », dit Miguel prudemment. Rodrigo présenta Antonio et le docteur Carvalho, expliquant le test ADN.
Est-ce que ça fera mal? Demanda Miguel en regardant la trousse du docteur. Juste un petit prélèvement de salive, le rassura le docteur Carvalho avec un sourire aimable. Rien à craindre. Miguel hocha la tête courageusement. Ok, si ça prouve que je dis la vérité. Alors que le docteur prélevait des échantillons sur Rodrigo et Miguel, Antonio tira Rodrigo à part. Quel est votre plan s'il est vraiment votre frère? Demanda l'avocat doucement. Je ne sais pas, admit Rodrigo. Ce n'était pas une phrase qu'il utilisait souvent. La presse va faire un malheur avec ça, avertit Antonio. Le Rodrigo Bastos impitoyable avec un petit voyou pour frère, vos actionnaires pourraient s'inquiéter. Je suis conscient des implications, répliqua Rodrigo. Occupez-vous simplement du test. Après le départ du docteur Carvalho avec les échantillons, un silence gêné tomba sur le penthouse. Miguel était assis à la table à manger, noyé dans des vêtements empruntés, tandis que Rodrigo marchait près des fenêtres. « Allez-vous me renvoyer ?» demanda finalement Miguel. La question prit Rodrigo au dépourvu. « Je n'ai pas encore décidé. Je pourrais aider dans votre maison, » offrit rapidement Miguel. « Je suis bon pour le nettoyage, et je ne mange pas beaucoup. » Quelque chose se tordit dans la poitrine de Rodrigo. Cet enfant, peut-être son frère, négociait sa place, offrant des services en échange d'un abri. Tout comme leur mère l'avait fait des années auparavant, nettoyant des maisons pour joindre les deux bouts, tandis que leur père dilapidait l'argent qu'ils avaient. « Tu n'as pas besoin de nettoyer, » dit Rodrigo sèchement. « J'ai du personnel pour ça. » Miguel baissa les yeux sur ses mains. « Alors que puis-je faire? Pour rester ?» Avant que Rodrigo ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Isabelle Montenegro, son assistante exécutive. « Monsieur, vous avez une réunion du conseil d'administration dans 30 minutes, » lui rappela-t-elle. Et les avocats de M. Rivera ont envoyé les documents révisés de l'acquisition. La réalité frappa de nouveau. Rodrigo avait un empire à gérer, des accords à conclure, une réputation à préserver. Il ne pouvait pas simplement tout mettre en suspens à cause de cet événement imprévu. « J'y serai, » dit-il à Isabelle, puis se tourna vers Miguel. « Je dois aller travailler. »« Puis-je venir ?» demanda Miguel avec empressement. « Non, » répondit Rodrigo trop vite, puis adoucit le ton devant l'expression abattue du garçon. « Ce sont des affaires complexes. Tu t'ennuierais. »« Je ne serai pas un problème, » insista Miguel. « S'il vous plaît, ne me laissez pas seul. » La supplication frappa Rodrigo plus fort qu'il ne l'attendait. Combien de fois avait-il dit ces mêmes mots à sa mère étant enfant? « S'il te plaît, ne me laisse pas seul avec papa. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. »« Très bien, » concéda-t-il. « Mais tu restes dans mon bureau et tu ne touches à rien. » Le visage de Miguel s'illumina d'un bonheur si sincère que Rodrigo dut détourner le regard. 40 minutes plus tard, il traversait le hall scintillant du siège social de Bastos Industries. Les employés les observaient ouvertement, tandis que leur patron, connu pour sa réputation sulfureuse, passait suivi d'un petit garçon. Isabelle faillit laisser tomber sa tablette à leur entrée dans la suite exécutive. « Monsieur, le conseil d'administration vous attend et... »« Qui est ceci? C'est Miguel, » répondit Rodrigo sèchement. « Il restera dans mon bureau pendant la réunion. Trouvez-lui quelque chose à manger et du papier avec des crayons pour l'occuper. » Le masque professionnel d'Isabelle se fissura un instant, révélant son étonnement avant qu'elle ne hoche la tête. « Bien sûr, monsieur. » La réunion du conseil fut un désastre. Rodrigo ne pouvait se concentrer, son esprit constamment ramené au garçon assis dans son bureau. Miguel était-il vraiment son frère? Que ferait-il si le test le confirmait? Que penseraient ses actionnaires? Et la presse? Rodrigo? Avez-vous entendu la question? Antonio le bouscula de l'autre côté de la table. Les membres du conseil le regardaient avec impatience. Georges Tavares, son critique le plus virulent au sein du conseil, avait l'air particulièrement agacé. « Je m'excuse, » dit Rodrigo en se redressant sur sa chaise. « Veuillez répéter la question. » Georges soupira de façon théâtrale. « J'ai posé une question concernant l'acquisition Rivera. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous amèneriez un enfant dans l'entreprise. Ne me dites pas que vous lancez une sorte d'initiative caritative sans l'approbation du conseil. » Un murmure parcourut la table. La mâchoire de Rodrigo se serra. « Mes affaires personnelles ne regardent pas ce conseil, » dit-il froidement. L'acquisition Rivera se poursuit comme prévu. Mais le mal était fait. Il pouvait voir les regards spéculatifs, les commentaires chuchotés. Demain, les rumeurs feraient rage. Après la réunion,
Rodrigo retourna dans son bureau pour trouver Isabelle montrant à Miguel comment utiliser l'ordinateur. « Il est très intelligent », dit Isabelle avec un sourire. « Il a maîtrisé le tableur en quelques minutes. » Miguel rayonna de ses louanges et Rodrigo ressentit une étrange douleur. Quand avait-il souri pour la dernière fois comme ça? L'avait-il jamais fait? « Merci, Isabelle, dit-il d'un ton expéditif. C'est tout. » Alors qu'Isabelle s'en allait, le sourire de Miguel s'estompa. « Êtes-vous fâché que j'ai utilisé votre ordinateur? »« Non, » soupira Rodrigo s'asseyant sur le bord de son bureau. « Mais les gens parlent déjà. Vous comprenez que cette situation est inhabituelle. » Miguel hocha la tête solennellement. « Parce que vous êtes riche et important, et moi je ne suis personne. »« Ce n'est pas... » commença Rodrigo, puis s'arrêta. N'était-ce pas exactement ce qu'il avait pensé? « Tu n'es personne. Si tu es vraiment mon frère, alors tu es un bastos. »« Et si je ne le suis pas ?» demanda Miguel doucement. La question resta suspendue dans l'air entre eux. « Ne nous inquiétons pas de ça tant que nous n'en serons pas sûrs, » dit finalement Rodrigo. De retour au Penthouse ce soir-là, Rodrigo commanda un dîner à livrer. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce que Miguel prenne la parole. « Parlez-moi de ma mère, » dit-il. « D'avant. Comment était-elle quand vous la connaissiez ?» Rodrigo posa sa fourchette. Il ne s'était pas autorisé à penser à sa mère depuis des années, avait enfoui ses souvenirs au plus profond de lui. Elle était gentille, dit-il lentement. Peu importe la difficulté des choses. Elle ne perdait jamais son sang-froid. Elle travaillait tout le temps. Le nettoyage de maison, principalement. Parfois 2 ou 3 emplois. Elle aimait chanter pendant qu'elle cuisinait. Les yeux de Miguel s'illuminèrent. Elle faisait encore ça. Elle chantait ses vieilles chansons quand elle préparait le dîner. Rodrigo sentit une boule se former dans sa gorge. Préparait-elle ce ragoût de haricots? Celui avec des saucisses et des feuilles de laurier, termina Miguel avec enthousiasme. C'était mon préféré. Elle disait que c'était une recette familiale. Pendant l'heure qui suivit, ils échangèrent des histoires sur Lucia Bastos. Pour la première fois, Rodrigo se permit de se souvenir d'elle, non pas comme la figure tragique morte dans un incendie, mais comme la mère chaleureuse et aimante qui avait tant essayé de donner à ses enfants une bonne vie malgré les faiblesses de leur père. Était-elle heureuse? Demanda soudainement Rodrigo. À Belo Horizonte? Miguel réfléchit. Je crois que oui. Elle travaillait dur, mais nous avions des amis. Elle a fréquenté un homme sympathique nommé Carlos pendant un certain temps, mais ça n'a pas marché. Elle a toujours dit que nous nous avions l'un l'autre et que c'était suffisant. Rodrigo hocha la tête, luttant contre une vague d'émotions inattendues. Toutes ces années, pendant qu'il bâtissait sa fortune, sa mère était en vie, élevant Miguel seul. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais rendu visite ?» demanda Miguel. « Même avant l'incendie ?» La question frappa comme un coup physique. « J'étais en colère, » admit Rodrigo, « contre notre père principalement, mais aussi contre elle pour être resté avec lui. Je voulais me faire une place, ne plus jamais être pauvre. Et puis, quand j'ai appris l'incendie, il s'interrompit. « Vous pensiez que nous étions morts ?» termina Miguel. « Mais maintenant vous savez que nous ne l'étions pas. » Miguel l'étudia avec ses yeux noirs familiers. « Êtes-vous toujours en colère contre elle? Pour avoir menti? Je ne sais pas, » répondit Rodrigo honnêtement. « J'ai besoin de temps pour tout digérer. » Le lendemain passa dans un flou de réunions et d'appels téléphoniques. Rodrigo fit livrer des vêtements pour Miguel et engagea un tuteur pour évaluer son niveau d'éducation. Le garçon avait fréquenté l'école régulièrement jusqu'à ce que la maladie de sa mère les oblige à déménager fréquemment à la recherche de traitements abordables. Il est en retard en mathématiques, mais lit à un niveau avancé, rapporta le tuteur. Avec une scolarité appropriée, il pourrait rapidement rattraper son retard. Rodrigo hocha la tête, prenant des notes mentales. Si Miguel restait, s'il était vraiment son frère, il aurait besoin de la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Il ne grandirait pas comme Rodrigo en grattant à peine le vivre avec des livres d'occasion et des vêtements usés. Les résultats de l'ADN étaient attendus le lendemain matin. Cette nuit-là, Rodrigo se retrouva incapable de dormir à nouveau. Il alla dans le salon pour trouver Miguel, également éveillé, regardant les lumières de la ville. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Rodrigo. Miguel secoua la tête. « J'ai peur de demain. »« Pourquoi ?»« Et si le test dit que je ne suis pas votre frère ?» La voix de Miguel trembla. « Où irai-je ?»«
Rodrigo n'avait pas envisagé cette possibilité, que Miguel puisse dire la vérité sur sa mère, mais ne pas être réellement son frère. Les implications étaient inconfortables. « Ne nous inquiétons pas de ça tant que nous ne le saurons. »« Pas, » dit Rodrigo, inconsciemment répétant ses mots d'avant. « Mais je veux rester avec vous, » dit Miguel, les larmes aux yeux. « Vous êtes tout ce qu'il me reste. » Quelque chose se brisa alors en Rodrigo. Un mur qu'il avait soigneusement construit pendant des décennies. Avant de pouvoir s'arrêter, il passa un bras maladroit autour des maigres épaules de Miguel. « On va trouver une solution, » promit-il, quoi que dise le test. Le lendemain matin, Antonio arriva avec une enveloppe cachetée. Ils s'assirent, tous les trois à la table à manger de Rodrigo, l'enveloppe entre eux comme une bombe à retardement. « Ouvrez-la », ordonna Rodrigo, le cœur battant. Antonio brisa le seau et scruta le document à l'intérieur. Son expression ne trahissait rien, tandis qu'il passait le papier à Rodrigo. Des mains tremblantes, Rodrigo lut les résultats. Le langage clinique se brouilla devant ses yeux jusqu'à ce qu'il atteigne la conclusion « Probabilité de fratrie, 99,9%. »« Tu es mon frère, » dit Rodrigo, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le visage de Miguel se transforma de joie. Il se jeta sur Rodrigo, l'enlaçant dans une étreinte serrée. Rodrigo resta figé un instant avant de rendre maladroitement son étreinte. Antonio se racla la gorge. « Nous devons discuter des prochaines étapes, la tutelle légale, les communiqués de presse, les modifications de votre testament. »« Plus tard, » l'interrompit Rodrigo. « Laissez-nous un moment. » Après le départ d'Antonio, Rodrigo et Miguel restèrent assis en silence, la réalité de leur lien confirmé s'installant. D'entre eux, que se passe-t-il maintenant ? Demanda Miguel. C'était la question que Rodrigo évitait. Avoir un frère, un enfant, changerait tout. Sa vie méthodiquement organisée, sa réputation d'homme d'affaires impitoyable, son existence solitaire. Tout serait bouleversé. Maintenant, dit Rodrigo lentement, nous formons une famille. Les mots semblaient étranges dans sa bouche, et pourtant justes. Pendant 25 ans, il s'était cru seul au monde. Il avait construit des murs autour de son cœur, se convainquant que la richesse et le pouvoir suffisaient. Mais assis en face de Miguel, son frère, Rodrigo réalisa à quel point sa vie avait été vide. « J'aimerais ça, » dit Miguel, avec un sourire timide. « Mais veux-tu que je t'appelle frère ou Rodrigo ?» C'était une question si simple, et pourtant elle portait le poids de toute leur relation future. « Frère, » décida Rodrigo, « tu peux m'appeler frère. » Alors que le soleil du matin emplissait le Pantús de sa lumière dorée, Rodrigo Bastos, craint dans le monde des affaires, admiré en société, mais toujours seul, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 25 ans, la chaleur familiale. Le garçon assis en face de lui n'était pas seulement une responsabilité ou une complication, c'était une seconde chance. Une chance de se souvenir de la personne qu'avait été Rodrigo avant que l'ambition et la douleur n'endurcissent son cœur. Le sourire de Miguel s'élargit, révélant une lacune où il avait perdu une dent. C'était quelque chose de si enfantin, de si vulnérable, ce sourire édenté, et cela rappela à Rodrigo toutes les années qu'il avait manquées, le frère qu'il n'avait pas vu grandir. « Frère », répéta Miguel, testant le mot. « J'ai un frère. »« Oui, » dit Rodrigo, la voix rauque d'émotion, « et je ne vais nulle part. » Mais en faisant cette promesse, Rodrigo ne pouvait s'empêcher de se demander s'il pourrait la tenir. Le monde des affaires qu'il habitait était impitoyable et sans indulgence. Ses ennemis verraient en Miguel une faiblesse à exploiter. Et quelque part, il y avait les usuriers que sa mère avait craints. Les hommes qui l'avaient forcé à se cacher toutes ces années. Rodrigo pourrait-il protéger Miguel de ce monde? Pourrait-il être le frère dont Miguel avait besoin tout en restant l'homme d'affaires impitoyable qui s'était hissé au sommet? Alors que Miguel jacassait avec excitation sur tout ce qu'ils pourraient faire ensemble, Rodrigo fit un vœu silencieux. Il trouverait un moyen d'équilibrer les deux mondes. Il serait le frère que Miguel méritait, tout en protégeant tout ce qu'il avait construit. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la nouvelle de l'existence de Miguel se répandait déjà dans les cercles huppés de la ville, et certaines personnes n'hésitèrent devant rien pour utiliser cette nouvelle vulnérabilité contre lui. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que le test ADN avait confirmé ce que Miguel avait affirmé depuis le début. Il était bel et bien le frère de Rodrigo.
La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires de São Paulo, malgré les efforts d'Antonio pour gérer l'histoire. L'héritier Bastos, découvert dans les bidonvilles. Hurlait un titre de tabloïd. Le frère secret du milliardaire, déclarait un autre. Rodrigo jeta les journaux avec dégoût sur son bureau chez Bastos Industries. Le téléphone n'avait pas cessé de sonner avec des appels de journalistes et d'associés tous avides de détails sur son nouveau frère. « Monsieur », ça dit Isabelle, entrant dans son bureau après une rapide Kiao-Men-Sheng. « La directrice de l'école est là pour vous voir. » Rodrigo hocha la tête, redressant sa cravate. Il avait passé la semaine précédente à visiter les écoles privées, les plus prestigieuses de la ville, à la recherche de l'endroit idéal pour Miguel. L'argent n'était pas un problème. Il voulait que son frère ait la meilleure éducation possible. « Faites-la entrer », ordonna-t-il. La directrice, Fernandez de la São Paulo Academy, entra dans le bureau d'un pas assuré. C'était une femme digne dans la soixantaine, avec des cheveux poivre et sel attachés en un chignon serré. « Monsieur Bastos », le salua-t-elle d'une poignée de main ferme. « Directrice Fernandez, merci d'être venue personnellement. » Ils discutèrent longuement des besoins éducatifs de Miguel. La directrice était d'une franchise rafraîchissante, ne montrant aucune de la déférence obséquieuse qui avait irrité Rodrigo dans les autres écoles. « Votre frère a d'importantes lacunes dans son éducation, » dit-elle, brutalement. « Mais notre évaluation montre qu'il est assez intelligent. Avec un soutien scolaire intensif et des cours d'été, il pourrait rejoindre notre classe de 7e ordinaire en septembre. » Rodrigo apprécia son honnêteté. « Et la question de la confidentialité ? Nous avons de l'expérience avec les familles de haut profil, » l'assura la directrice Fernandez. « Nous pouvons organiser une sécurité discrète et prendre des dispositions pour protéger la vie privée de Miguel. Mais Monsieur Bastos, » ajouta-t-elle le regardant dans les yeux, « les enfants ont besoin d'amis et d'interactions normales. Je vous conseillerais de ne pas trop l'isoler au nom de la protection. » Ces paroles donnèrent à Rodrigo matière à réflexion. Au cours des 2 semaines depuis que Miguel était venu vivre avec lui, il avait à peine laissé le garçon sortir du penthouse, préoccupé par la frénésie médiatique et toujours troublé par les craintes de sa mère concernant les usuriers. « Je comprends, » dit-il enfin. « Quand peut-il commencer ? » « Lundi prochain, si vous le souhaitez. Nous commencerons immédiatement par le programme de soutien scolaire et nous l'intégrerons à certaines classes ordinaires le cas échéant. » Alors que la directrice Fernandez quittait les lieux, Rodrigo sentit un poids se lever de ses épaules. C'était un pas vers la normalité, vers le fait de donner à Miguel la stabilité qu'il méritait. De retour au penthouse ce soir-là, Miguel était extatique de la nouvelle. « Ma propre école !» s'exclama-t-il, rebondissant sur les coussins du canapé. « Devrais-je porter l'un de ces uniformes chics avec une cravate ?»« Oui, » répondit Rodrigo, incapable de réprimer un petit sourire face à l'enthousiasme de son frère. « Et tu devras te conduire correctement. La São Paulo Academy est très prestigieuse. » Le sourire de Miguel s'assombrit légèrement. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas? Et s'ils découvrent que j'ai vécu dans la rue ?» Rodrigo s'assit à côté de lui, choisissant ses mots avec soin. Certaines personnes jugent les autres en fonction de leur origine ou de leur richesse. Je ne vais pas te mentir à ce sujet. Mais ce qui compte, c'est qui tu es, Miguel. Tu es intelligent, tu es gentil et tu es un Bastos. Garde la tête haute. Miguel hocha solennellement la tête. Comme toi, tu as toujours l'air si sûr. De toi, eh bien Rodrigo s'interrompit, ne sachant pas comment expliquer que son extérieur confiant avait été construit grâce à des années de dissimulation de ses insécurités, de ne jamais laisser personne voir ses vulnérabilités. « C'est pour ça que les gens semblent avoir peur de toi ?» demanda Miguel innocemment. Isabelle sursaute à chaque fois que tu entres dans la pièce, et cet homme au restaurant hier a pratiquement couru pour nous trouver une table. Rodrigo grimaça. Était-ce ainsi que Miguel le voyait? Comme quelqu'un que les gens craignaient? J'ai dû être dur dans les affaires, expliqua-t-il. Parfois, cela signifie que les gens sont intimidés. Maman a toujours dit que tu pouvais être fort sans être effrayant, dit Miguel. Elle a dit que tu la protégeais toujours quand tu étais petit, même si tu avais peur toi-même. La simple observation frappa Rodrigo comme un coup physique. Sa mère se souvenait de lui de cette façon, comme un protecteur, et non comme le jeune homme en colère qui avait abandonné sa famille pour poursuivre ses ambitions. « Ta mère était une femme sage, dit-il, la voix rauque.
Le lendemain matin, Rodrigo emmena Miguel faire les magasins pour acheter des fournitures scolaires et des vêtements supplémentaires. C'était la première fois qu'ils sortaient ensemble en public depuis que la nouvelle avait été annoncée. Le chauffeur de Rodrigo les emmena dans un centre commercial haut de gamme où la direction avait accepté d'ouvrir plus tôt pour éviter la foule. Alors qu'il feuilletait des vêtements pour enfants de créateurs, Rodrigo remarqua à quel point Miguel semblait mal à l'aise au milieu du luxe. « Tu n'aimes aucun de ceux-ci » demanda-t-il. Miguel haussa les épaules. « Ils sont jolis, mais ils sont si chers. Toute ma classe pourrait être habillée avec le prix d'un de ces pulls. » Une autre vérité inconfortable sortit de la bouche d'un enfant. Rodrigo s'était tellement habitué à son style de vie riche qu'il ne réfléchissait plus à dépenser des milliers d'euros en vêtements. « Nous pouvons faire un don à ton ancienne école si tu veux, » proposa Rodrigo. « Mettre en place une bourse. » Le visage de Miguel s'illumina. « Vraiment? Ce serait génial. » Alors qu'ils continuaient leurs achats, Rodrigo se retrouva à voir le monde à travers les yeux de Miguel, remarquant l'extravagance qu'il avait longtemps tenue pour acquise, remettant en question les valeurs qu'il avait adoptées depuis qu'il avait laissé ses humbles débuts derrière lui. Leur virée shopping fut interrompue par un appel téléphonique urgent d'Antonio. « Rivera fait un mouvement », dit l'avocat sans préambule. « Il convainc les actionnaires que votre nouvelle situation familiale vous rend instable. Une réunion du conseil d'administration extraordinaire est convoquée pour demain matin. » Rodrigo serra son téléphone. Carlos Rivera essayait de prendre le contrôle de Bastos Industries depuis des années. Maintenant, il utilisait l'apparition de Miguel pour déstabiliser la position de Rodrigo. « Je serai là », dit Rodrigo sombrement. « Et Antonio creuse plus profondément au sujet de ces usuriers que ma mère fuyait. Si Rivera fait son coup maintenant, il pourrait y avoir un lien. » Il raccrocha, remarquant l'expression inquiète de Miguel. « Tout va bien ?» demanda le garçon. « Juste des affaires », le rassura Rodrigo, forçant un sourire. « Finissons les courses et puis on prendra une glace. » Mais la bonne humeur du matin avait disparu. Alors qu'ils retournèrent vers la voiture avec leurs achats, Rodrigo sentit une sensation de picotement dans la nuque. Il jeta un coup d'œil autour du centre commercial presque vide, apercevant un homme en veste sombre qui les observait, derrière un pilier. « Monte en voiture », dit Rodrigo à Miguel, soudainement sur le qui-vive. « Vite !» Miguel obéit, sentant l'urgence dans la voix de son frère. Alors que leur chauffeur s'éloignait, Rodrigo regarda en arrière pour voir l'homme en veste sombre parler au téléphone. « Prenez un autre chemin pour rentrer », ordonna Rodrigo au chauffeur. « Et assurez-vous que nous ne sommes pas suivis. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Miguel, les yeux grands ouverts. « Juste une précaution », répondit Rodrigo, ne voulant pas l'effrayer. Mais intérieurement, il était préoccupé. Qui les surveillait? Était-ce juste un journaliste espérant une photo ou quelque chose de plus sinistre? De retour au penthouse, Rodrigo appela son responsable de la sécurité, Jorge Mendez, un ancien policier qui supervisait désormais toutes les questions de sécurité pour Bastos Industries. « Je veux que la sécurité chez moi soit doublée », ordonna Rodrigo, « et j'ai besoin d'une protection rapprochée pour mon frère à compter de ce jour. »« Déjà fait, monsieur », répondit Jorge. Après que les photos du shopping d'aujourd'hui aient été publiées sur les réseaux sociaux, nous avions anticipé une attention accrue. « T'as des photos ?» demanda Rodrigo vivement. « Quelles photos ?» Quelqu'un du personnel du centre commercial a dû prévenir la presse. Il y a des photos de vous et du garçon partout sur Twitter. Rodrigo jura entre ses dents. Tant pis pour la vie privée. Ce soir-là, après que Miguel se soit couché, Rodrigo était assis dans son bureau à domicile en examinant les dossiers qu'Antonio lui avait envoyés concernant la prochaine réunion du conseil d'administration. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme en veste sombre, à la peur de sa mère envers les usuriers, à la menace que Rivera faisait peser sur son entreprise. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Rodrigo » appela Miguel timidement. « Tu es réveillé ? Entre » répondit Rodrigo, rangeant ses papiers. Miguel entra, vêtu d'un nouveau pyjama à rayures, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « J'ai fait un mauvais rêve » avoua-t-il. « De quoi ?» demanda Rodrigo, ne sachant pas comment le réconforter. « De ces hommes dont maman avait toujours peur, » dit Miguel, s'asseyant au bord d'une chaise. Elle nous faisait parfois déménager au milieu de la nuit. Elle disait qu'ils se rapprochaient. Rodrigo se pencha en avant. « As-tu déjà vu ces hommes ? T'a-t-elle donné leur nom ?» Miguel secoua la tête. «
Non, mais une fois, je l'ai entendue parler au téléphone avec quelqu'un. Elle pleurait et disait qu'elle ne pouvait pas payer, qu'elle avait besoin de plus de temps. Un froid glacial s'installa dans l'estomac de Rodrigo. Si son père avait emprunté de l'argent au type de personne qui pourchasserait une veuve et son enfant pendant des décennies, la dette aurait été considérable et elle aurait augmenté au fil des ans. « Miguel, » dit Rodrigo avec précaution, « j'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens de l'époque où ta mère avait peur, de tous les noms que tu pourrais avoir entendus, de tous les endroits où vous avez dû partir soudainement. » Pendant l'heure qui suivit, Miguel partagea des souvenirs fragmentés d'une enfance passée à regarder par-dessus son épaule, de la vigilance constante de sa mère, des appels téléphoniques qui la jetèrent dans la panique. La plupart étaient trop vagues pour être utiles, mais un détail attira l'attention de Rodrigo. « Tu as dit que vous avez vécu à Recife pendant un certain temps et qu'elle avait particulièrement peur là-bas ?» Miguel hocha la tête. « Nous sommes partis au milieu d'un dîner une fois. Nous nous sommes simplement levés de la table du restaurant et sommes sortis par la porte arrière. Elle a dit qu'elle avait vu un homme avec un tatouage de scorpion sur la main. Un tatouage de scorpion. C'était quelque chose de concret, quelque chose que Rodrigo pouvait faire enquêter par Georges. « Merci de m'avoir dit ça, » dit Rodrigo. « Je te promets que tu n'as plus à avoir peur, je vais te protéger. » Miguel leva les yeux vers lui avec une confiance absolue. « Je sais. C'est pour ça que maman voulait que je te trouve. » Après que Miguel soit retourné, se coucher, Rodrigo appela Jorge malgré l'heure tardive. « J'ai besoin que tu enquêtes sur les groupes du crime organisé opérant à partir de Recife, en particulier ceux qui utilisent un scorpion comme symbole, » lui ordonna-t-il. « Et Jorge, ça reste entre nous pour l'instant. Même Antonio n'est pas au courant. » Le lendemain matin, Rodrigo s'habilla avec un soin particulier pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. Son costume anthracite était impeccablement taillé, sa cravate rouge une affirmation de puissance et de confiance. « On dirait que tu vas au combat, » observa Miguel au petit déjeuner. « D'une certaine manière, c'est le cas, » admit Rodrigo. « Les affaires peuvent être une sorte de guerre parfois. » Miguel réfléchit à cela. « C'est à cause de moi ? Tu as des problèmes parce que tu m'as recueilli ?» Rodrigo fut frappé par la perspicacité du garçon. « Non, » dit-il fermement. « Mes ennemis auraient trouvé une autre excuse, si ce n'était pas celle-ci. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai jamais perdu une bataille de salle de conseil et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. » Il déposa Miguel à l'école en allant au bureau, regardant son frère, marcher nerveusement à travers les impressionnantes grilles de la Sao Paulo Academy. Les deux gardes de sécurité que Jorge avait assignés le suivaient à distance discrète, se faisant passer pour du personnel de maintenance de l'école. Lorsque Rodrigo arriva chez Bastos Industries, la tension dans l'air était palpable. Les employés évitaient plus que d'habitude son regard, et les conversations feutrées s'arrêtaient à son passage. Dans la salle du conseil, la longue table était pleine. Carlos Rivera lui-même était assis au bout, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. En tant que plus grand concurrent de Rodrigo et actionnaire minoritaire de Bastos Industries, Rivera cherchait depuis des années un moyen de chasser Rodrigo. « Ah, l'homme de l'heure !» dit Rivera avec douceur à l'arrivée de Rodrigo. « Nous venions juste de discuter de vos développements domestiques. » Rodrigo prit place à la tête de la table, faisant un signe de tête à Antonio, qui était assis à sa droite, le visage sombre. « Je ne savais pas que ma vie privée était un sujet de discussion pour le conseil, » dit Rodrigo froidement. « À moins que cela n'affecte les performances de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas. » George Tavares, le plus virulent des critiques de Rodrigo au sein du conseil, se racla la gorge. « Les actionnaires sont préoccupés, Rodrigo. Ce frère retrouvé qui apparaît de nulle part, la frénésie médiatique, cela soulève des questions sur la stabilité et le jugement. Mon jugement est le même qu'il a toujours été, » répondit Rodrigo d'un ton égal. « Le même jugement qui a augmenté la valeur de cette entreprise de 300% au cours des 5 dernières années. Mais maintenant, vous avez des distractions, » interrompit Rivera. « Des responsabilités qui pourraient obscurcir ce fameux jugement du vôtre. » Rodrigo fixa Rivera d'un regard d'acier. « Mon frère n'est pas une distraction, il est de la famille. Et si quelqu'un à cette table pense que je ne peux pas concilier mes responsabilités personnelles et professionnelles, il devrait peut-être revoir mes résultats. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Rodrigo défendit son leadership contre des attaques de plus en plus virulentes.
Rivera planifiait clairement ce coup d'État depuis un certain temps, rassemblant des alliés parmi les membres du Conseil et les actionnaires. Lorsque le vote arriva, il fut plus serré que Rodrigo ne l'aurait souhaité. Il conserva son poste de PDG d'une marge de seulement 2 voix. « Un coup de semonce », murmura Antonio alors qu'il quittait la salle du Conseil. « Rivera a failli vous avoir, mais il ne l'a pas fait », répondit Rodrigo, redressant ses poignets de chemise. « Et maintenant, je sais exactement qui sont mes ennemis. » La liste était plus longue qu'il ne l'avait prévu. 4 membres du Conseil qu'il considérait comme loyaux avaient voté contre lui. Le sentiment de trahison était vif, mais Rodrigo le mit de côté. Il avait maintenant des préoccupations plus importantes. La sécurité de Miguel, les mystérieux usuriers et la consolidation de sa position dans l'entreprise. Alors qu'il retournait à son bureau, son téléphone sonna. C'était la directrice Fernandez de l'école. « Monsieur Bastos, je pense que vous devriez venir à l'école », dit-elle, la voix tendue d'une urgence contenue. Il y a eu un incident impliquant Miguel. Le cœur de Rodrigo s'emballa. « Est-il blessé ? Non, mais il serait préférable que vous veniez immédiatement. » 30 minutes plus tard, Rodrigo traversait les couloirs de la São Paulo Academy, le visage un masque d'inquiétude. La directrice Fernandez le rencontra devant son bureau. « Que s'est-il passé ?» demanda Rodrigo. « Miguel a été impliqué dans une altercation avec un autre élève, » expliqua-t-elle, le conduisant à l'intérieur. L'autre garçon faisait des commentaires sur les antécédents de Miguel et la situation de votre famille. La mâchoire de Rodrigo se serra. « Et Miguel l'a frappé, » dit la directrice Fernandez avec une pointe d'admiration réticente. Assez efficacement, je dois ajouter. L'autre garçon a le nez ensanglanté et un ego blessé. Malgré le sérieux de la situation, Rodrigo ressentit une pointe de fierté. Son petit frère s'était défendu. Miguel était assis sur une chaise près de la fenêtre, son uniforme scolaire froissé, son expression défiant mais nerveuse. « Tu vas être fâché contre moi ?» demanda-t-il dès qu'il vit Rodrigo. Rodrigo s'agenouilla devant lui, le palpant pour vérifier s'il était blessé. « Dis-moi ce qui s'est passé. » « La vérité. » Miguel prit une profonde inspiration. « Victor a dit que je n'étais qu'un rat de rue dont tu avais pitié. Il a dit que son père lui avait raconté que tu n'étais pas vraiment mon frère, que ma mère était une femme que tu avais payée. » La fureur parcourut les veines de Rodrigo. « Et le nom de famille de Victor ?»« Tavares, » répondit la directrice Fernandez, le fils de Georges Tavares. Bien sûr, le membre du conseil d'administration qui avait été le plus virulent contre lui aujourd'hui avait empoisonné l'esprit de son propre fils contre Miguel. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. « Je n'aurais pas dû le frapper, » admit Miguel, « mais je suis devenu tellement en colère. Maman a toujours dit que la violence n'était pas la solution, mais parfois, les gens ont besoin d'apprendre qu'il y a des conséquences à leurs paroles. » Termina Rodrigo se surprenant lui-même. Ce n'était peut-être pas la chose responsable à dire, mais c'était honnête. La directrice Fernandez se racla la gorge. « Bien que je ne puisse pas approuver les bagarres, je vais avoir une conversation sérieuse avec Victor et ses parents sur le caractère inacceptable de ses propos. » Rodrigo hocha la tête, puis se tourna vers Miguel. « Je ne suis pas en colère contre toi pour avoir défendu ta propre personne et l'honneur de notre mère. Mais la prochaine fois, essaie d'abord les mots. Garde les coups de poing en dernier recours. » Les épaules de Miguel se détendirent avec soulagement. « Donc, je ne suis pas renvoyé ? Les 2 garçons auront une retenue, » dit fermement la directrice Fernandez, « et écriront des lettres d'excuses l'un à l'autre. Mais non, Miguel, tu n'es pas renvoyé. » Pendant le trajet de retour, Miguel était inhabituellement silencieux. « Ça va ?» demanda Rodrigo. « C'était vrai ce que Victor a dit à propos de ma mère ?» Les mains de Rodrigo se serrèrent sur le volant. « Absolument pas. Ta mère, notre mère, était une femme bonne et honorable qui t'aimait beaucoup. Des gens comme la famille Tavares disent des choses cruelles parce qu'ils sont mesquins et jaloux. Mais pourquoi seraient-ils jaloux de moi? Je n'ai rien. Tu as quelque chose qu'ils ne pourront jamais acheter avec tout leur argent, » dit Rodrigo doucement. « Tu as de l'authenticité, tu sais qui tu es. Et tu m'as maintenant. » Miguel sourit hésitamment. « On est une équipe, non? »« Oui, » acquiesça Rodrigo se penchant pour ébouriffer les cheveux de son frère. « Une équipe ?» Ce soir-là, pendant le dîner, le téléphone de Rodrigo vibra. Un message de Georges. « J'ai trouvé des informations sur le symbole du scorpion. Besoin de se rencontrer en personne. »
sensible. Le pouls de Rodrigo s'accéléra. Au moment même où il allait répondre, la sonnette de l'appartement se fit entendre. Le système de sécurité montrait Antonio debout dehors, son expression grave. « J'ai besoin de vous parler », dit l'avocat dès que Rodrigo ouvrit la porte. « C'est à propos de Rivera et des dettes de votre père. » Rodrigo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'en est-il » Antonio lança un coup d'œil à Miguel qui regardait un film dans le salon. « Pas ici », chuchota-t-il. « Mais Rivera est lié aux gens que votre mère fuyait, et ils savent que Miguel est de retour à São Paulo. » Une peur glaciale saisit le cœur de Rodrigo, une peur différente de tout ce qu'il avait ressenti dans les affaires ou les conseils d'administration. Il ne s'agissait plus d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de protéger ce qui importait le plus. En regardant Miguel, son frère, sa famille, sa seconde chance, Rodrigo fit un vœu silencieux. Il n'hésiterait devant rien pour le protéger, même si cela signifiait affronter les fantômes du passé de son père et mettre tout ce qu'il avait construit en péril. Le réseau de tromperies et de dangers qui les entourait était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Rodrigo Bastos se battait pour quelque chose de plus précieux que le succès en affaires. Il se battait pour sa famille, et cela le rendait plus dangereux que ses ennemis ne pouvaient le comprendre. La pluie s'abattait contre les fenêtres de l'appartement de Rodrigo, tandis qu'il arpentait le salon, l'esprit bouillonnant. Antonio et Jorge étaient assis sur le canapé. Leurs expressions étaient graves alors qu'ils exposaient ce qu'ils avaient découvert. Les usuriers auprès desquels votre père avait emprunté étaient le syndicat Escorpião, expliqua Jorge, posant des photos sur la table basse. Ils ont commencé comme une petite opération dans la périphérie de São Paulo, mais sont devenus l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du Brésil. Rodrigo prit une des photos montrant un homme avec un tatouage de scorpion sur la main. Et Rivera est lié à eux? Antonio hocha la tête. Pas directement. Mais notre enquête montre que plusieurs des sociétés offshore de Rivera ont reçu des fonds de sociétés écrans liés à l'Escorpião. Donc, Rivera utilise de l'argent de la drogue pour financer sa prise de contrôle de ma société, conclut Rodrigo, la mâchoire serrée de colère. C'est pire que ça, dit Jorge tranquillement. Nous pensons que Rivera a appris l'existence de Miguel par ses liens avec l'Escorpião. Lorsque votre père n'a pas pu rembourser ses dettes, il a offert des informations à la place. Des informations sur votre mère et votre jeune frère. Mon père a vendu sa propre famille. La voix de Rodrigo était à peine un murmure. Jorge haussa les épaules. C'était un homme désespéré. La dette était importante et les intérêts se composaient depuis des années. Lorsque l'Escorpião n'a pas pu retrouver votre mère après l'incendie simulé, ils vous ont surveillé attendant qu'elle prenne contact. Et maintenant, ils savent que Miguel est avec moi, termina Rodrigo. Oui, confirma Antonio. Rivera utilise cette situation sur deux fronts, pour déstabiliser votre position dans l'entreprise et pour aider l'Escorpião à recouvrer une dette vieille de 25 ans. Rodrigo regarda le long du couloir vers la chambre de Miguel où le garçon dormait paisiblement. Combien s'élève la dette maintenant? Antonio hésita avant de répondre. Avec les taux d'intérêt qu'il pratique, environ 30 millions de réais. C'est de l'extorsion, cracha Rodrigo. C'est leur modèle économique, répondit Jorge avec détachement. Mais les payer ne résoudra pas le problème. Ces gens ne disparaissent pas, même après avoir reçu leur argent. Rodrigo passa une main dans ses cheveux, réfléchissant à ses options. Nous devons aller à la police. Antonio et Jorge échangèrent des regards. L'Escorpião a des gens au sein de la police, expliqua Jorge. Avant d'impliquer les autorités, nous avons besoin de preuves solides reliant Rivera à eux. Comment obtenons-nous cela? Demanda Rodrigo. Jorge se pencha en avant. J'ai un contact au sein de l'organisation de Rivera. Pour le bon prix, il pourrait être prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. Faites-le, ordonna Rodrigo. Et entre-temps, je veux que Miguel soit déplacé dans un endroit sûr, quelque part qui ne soit pas lié à moi. J'ai une maison de campagne dans les montagnes, proposa Antonio. Elle est isolée avec une bonne sécurité. Personne ne la connaît. Rodrigo hocha la tête avec gratitude. Merci, Antonio. Après le départ de Jorge et Antonio, Rodrigo alla voir Miguel. Le garçon dormait profondément, ignorant le danger qui se rapprochait. Rodrigo resta sur le seuil de la porte, regardant le visage paisible de son frère.
et ressentit une vague de protection comme il n'en avait jamais connue auparavant. Il avait passé des années à construire son empire commercial, croyant que la richesse et le pouvoir étaient les objectifs ultimes. Maintenant, en regardant Miguel, il réalisa à quel point cette poursuite avait été vaine. À quoi servait tout son argent s'il ne pouvait pas protéger les personnes qu'il aimait? La pensée le surprit. L'amour. Quand cela s'était-il produit? Quand ce garçon était-il pincé d'une complication inattendue à quelqu'un que Rodrigo ferait tout pour protéger? Le lendemain matin, au petit déjeuner, Rodrigo annonça la nouvelle aussi doucement que possible. « Nous devons quitter la ville pendant un moment », expliqua-t-il. « Juste une précaution. » Miguel leva les yeux de ses céréales, instantanément. Alerte, sont ces hommes, ceux dont maman avait peur. Rodrigo hésita puis hocha la tête. Il était inutile de mentir au garçon. « Oui, mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour les gérer définitivement. »« On s'enfuit » demanda Miguel la voix faible. « Non, dit fermement Rodrigo, on est stratégique. Tu resteras en sécurité avec Luisa. » Il fit référence à la gouvernante au grand cœur qui s'était attachée à Miguel. « Pendant que je gérerai la situation ici. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Tu ne viens pas avec nous ?»« Je dois rester en ville, » expliqua Rodrigo. « Ces gens essaient de prendre le contrôle de ma société. Si je disparais, ils gagnent. Mais s'ils te font du mal... » La voix de Miguel se brisa, emplie de peur. Rodrigo tendit la main par-dessus la table et serra celle de son frère. « Je vais bien. J'ai Jorge et son équipe de sécurité. Et je suis plutôt costaud, tu te souviens ?» Miguel ne sembla pas convaincu. Maman disait toujours qu'on devait rester ensemble. C'est comme ça qu'on restait en sécurité. Ces mots frappèrent Rodrigo de plein fouet. Sa mère avait protégé Miguel pendant toutes ces années, ne le quittant jamais malgré le danger. Et maintenant, Rodrigo proposait d'envoyer Miguel loin, tandis qu'il affronterait seul la menace. « Tu as raison, » dit Rodrigo, prenant une décision soudaine. « On restera ensemble, mais ça veut dire que tu dois faire exactement ce que je te dis, quoi qu'il arrive, compris ?» Miguel hocha la tête solennellement. « Je le promets. » Au lieu d'envoyer Miguel loin, Rodrigo les installa tous les deux dans un appartement sécurisé dans l'un des bâtiments de sa société. Avec une sécurité 24 heures sur 24 et un accès restreint, ce n'était pas aussi isolé que la maison de campagne d'Antonio, mais cela permettait à Rodrigo de continuer à travailler tout en gardant Miguel près de lui. Le contact de Jorge au sein de l'organisation de Rivera fit surface 3 jours plus tard, fournissant des documents, montrant des transactions financières entre les sociétés de Rivera et des entités connues pour être liées à l'escorpion. Ce n'était pas suffisant pour prouver de manière concluante une activité illégale, mais c'était un début. Il faut porter ça à la police. Fédérale, pas à la police locale, conseilla Jorge. J'ai un contact là-bas qui essaie de monter un dossier contre les scorpions depuis des années. Rodrigo acquiesça et ils fixèrent une rencontre avec l'agent fédéral Camargo pour le lendemain. Mais ce soir-là, alors que Rodrigo aidait Miguel avec ses devoirs de mathématiques, il reçut un appel urgent d'Isabelle. « Monsieur, Rivera a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour demain matin, » rapporta-t-elle. « Il prétend avoir des preuves d'irrégularité financière de votre part. »« Quel genre de preuves ?» demanda Rodrigo. « Je ne sais pas, » admit Isabelle. « Mais plusieurs actionnaires importants ont déjà indiqué qu'ils voteraient pour vous destituer de votre poste de PDG. » Après avoir raccroché, Rodrigo arpenta l'appartement, réfléchissant furieusement. Rivera passait à l'action, essayant de chasser Rodrigo avant qu'il ne puisse présenter les preuves à la police fédérale. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Miguel, observant les mouvements agités de son frère. Rodrigo s'assit à côté de lui, essayant de trouver les mots justes. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, que les affaires ressemblent parfois à une guerre. Eh bien, demain, c'est une grande bataille, et je ne suis pas sûr de la gagner, celle-là. » Miguel réfléchit. « C'est à cause de moi, parce que tu as passé du temps avec moi au lieu de travailler. »« Non, » dit Rodrigo fermement. « C'est parce qu'il y a de mauvaises personnes qui veulent ce que j'ai construit. Mais le truc, Miguel, c'est que je commence à réaliser que rien de tout ça n'a autant d'importance que je le pensais. »« Votre entreprise n'a pas d'importance, » demanda Miguel, confus. « Elle a de l'importance, » précisa Rodrigo. « Mais pas autant que la famille, pas autant que toi. » Le visage de Miguel s'illumina. « Donc si tu perds demain, ce n'est pas grave ?» Rodrigo sourit tristement. «
Eh bien, je préférerais ne pas perdre. J'ai passé 20 ans à construire Bastos Industries. Mais si je perds, on s'en sortira. J'ai d'autres investissements, d'autres entreprises. On ne sera pas pauvre. Je me fiche d'être riche, dit Miguel avec l'honnêteté d'un enfant. Je veux juste qu'on soit en sécurité. Et ensemble. Cette simple déclaration procura à Rodrigo un moment de clarté. Il avait été tellement concentré à combattre Rivera sur tous les fronts qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Quoi qu'il arrive à l'entreprise, il devait assurer la sécurité de Miguel. Ce soir-là, après que Miguel se soit endormi, Rodrigo appela Antonio. « J'ai besoin que tu prépares les documents pour transférer tous mes avoirs personnels à une fiducie au nom de Miguel, lui ordonna-t-il, avec toi comme fiduciaire jusqu'à sa majorité. » « Rodrigo, c'est extrême, protesta Antonio. On peut se battre contre Rivera. Ce n'est pas une question de Rivera, Rodrigo le coupa. Il s'agit de s'assurer que Miguel est pris en charge quoi qu'il arrive. J'aurais dû le faire dès que le test ADN a confirmé qu'il était mon frère. Antonio resta silencieux un instant. J'aurai les papiers prêts pour demain matin. Le lendemain matin pointa, clair et lumineux, contrastant fortement avec la tempête qui se préparait dans la vie professionnelle de Rodrigo. Il enfila son costume le plus élégant, une armure pour la bataille à venir, et aida Miguel à se préparer pour l'école. « Rappelle-toi, les hommes de Jorge seront avec toi toute la journée, » lui rappela Rodrigo. « Ne va nul, pars sans eux même à l'intérieur de l'école. »« Je sais, » dit Miguel, ajustant sa cravate avec une confiance grandissante. « Et tu viendras me chercher après l'école ?»« Sans faute, » promit Rodrigo. Il déposa Miguel à l'école avant de se diriger vers Bastos Industries pour l'Assemblée générale des actionnaires. La salle de réunion était bondée, la tension flottant dans l'air comme une présence physique. Carlos Rivera était assis au bout de la table, un sourire satisfait se jouant sur ses lèvres. « Rodrigo, le salua-t-il avec une fausse chaleur, ravi que tu puisses te joindre à nous. »« Rivera ?» Rodrigo acquiesça froidement. « Je comprends que tu aies des accusations à faire. Écoutons-les. » Rivera fit un geste vers un assistant qui distribua des dossiers à tous les présents. Ces documents montrent que Bastos Industries a systématiquement surfacturé les marchés publics au cours des 5 dernières années, les fonds excédentaires étant détournés vers des comptes offshore contrôlés personnellement par Rodrigo Bastos. Rodrigo ouvrit le dossier, le sang glaçant dans ses veines tandis qu'il parcourait le contenu. Les documents semblaient authentiques, relevés bancaires, contrats, registres de transfert, tous habilement falsifiés pour le présenter comme corrompu. « Ce sont des fabrications, » dit-il calmement, refermant le dossier. « Vraiment ?» lança Rivera. « Le comité de surveillance bancaire ne le pense pas. Ils ont déjà ouvert une enquête. » Des murmures se répandirent autour de la table. Plusieurs actionnaires semblaient alarmés. « Il s'agit d'une tentative transparente de s'emparer de l'entreprise », s'adressa Rodrigo à l'assistance. Rivera essaie de prendre le contrôle de Bastos Industries depuis des années. Maintenant, il a recours à la falsification et à la diffamation. Les documents parlent d'eux-mêmes, insista Rivera, et ils soulèvent de sérieuses questions quant à la capacité de Rodrigo Bastos à continuer en tant que PDG. Je propose que nous procédions à un vote immédiat. Pendant l'heure qui suivit, Rodrigo se battit pour sa vie professionnelle. Il contesta l'authenticité des documents, rappela aux actionnaires la croissance de l'entreprise sous sa direction et fit allusion aux connexions douteuses de Rivera. Mais il pouvait voir qu'il perdait du terrain. Les preuves falsifiées étaient convaincantes et Rivera avait clairement fait du lobbying auprès des actionnaires en coulisses pendant des semaines. Lorsque le vote eut lieu, il fut décisif. Rodrigo Bastos fut destitué de son poste de PDG de Bastos Industries par une marge de 10 voix. « Je suis désolé que cela doive se terminer ainsi », dit Rivera par la suite, sans avoir l'air désolé du tout. « Mais l'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. » Rodrigo se tenait droit, redressant ses poignets avec un calme délibéré. « Ce n'est pas fini, Rivera. »« Oh, je pense que si, » répondit Rivera avec aisance. « En fait, je ne serais pas surpris si la police attendait pour vous interroger au sujet de ces comptes offshore. Les crimes financiers sont passibles de peines sévères au Brésil. » La menace était claire. Rivera ne prenait pas seulement l'entreprise, il essayait d'envoyer Rodrigo en prison, l'éliminant comme obstacle et le séparant de Miguel. Alors que Rodrigo quittait le bâtiment qui avait été son foyer professionnel pendant 2 décennies, les employés le regardaient,
dans un silence stupéfait. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres étaient confus. Isabelle le suivit jusqu'à « l'ascenseur ». « Monsieur, que puis-je faire ?» demanda-t-elle, sa composition professionnelle habituelle se brisant. « Rien, Isabelle, » dit Rodrigo doucement. « Tu as été une excellente assistante. Je te conseillerais cependant de mettre à jour ton CV. Je doute que Rivera garde quelqu'un qui me soit loyal. » Dehors, Jorge attendait avec une voiture. « Nous avons rendez-vous avec l'agent Camargo dans 1 heure, » rappela Rodrigo. « Changement de plan, » dit Rodrigo. « J'ai besoin d'aller chercher Miguel à l'école d'abord. Monsieur, la police fédérale... » « Peut attendre, » interrompit Rodrigo fermement. « Mon frère passe en premier. » À la Sao Paulo Academy, Rodrigo trouva Miguel en train de jouer au football avec des camarades de classe pendant la pause déjeuner. Voir son frère vivre un moment normal d'enfance au milieu de tout ce chaos causa une boule dans la gorge de Rodrigo. « Rodrigo !» appela Miguel, le repérant et, courant vers lui. « Que fais-tu ici? L'école n'est pas encore finie. »« Je sais, » dit Rodrigo, s'agenouillant pour regarder Miguel au niveau des yeux. « Mais il y a eu un changement de plan. J'ai besoin que tu viennes avec moi maintenant. » Le sourire de Miguel s'estompa lorsqu'il remarqua l'expression sérieuse de Rodrigo. « As-tu perdu la bataille? »« Oui, » admit Rodrigo, « mais on va gagner la guerre. » Après avoir expliqué au directeur Fernandez qu'il y avait une urgence familiale, Rodrigo emmena Miguel rencontrer l'agent Camargo dans un endroit sûr que Jorge avait organisé. L'agent fédéral était une femme sérieuse aux yeux perçants et à l'attitude pragmatique. Elle écouta attentivement Rodrigo et Jorge présenter leurs preuves reliant Rivera au syndicat Escorpion. « C'est utile, » dit-elle une fois qu'ils eurent terminé, « mais pas concluant. Nous construisons un dossier contre le syndicat Escorpion depuis des années, mais ils sont prudents. Nous avons besoin de quelque chose de plus concret pour agir contre Rivera. » « Et les documents falsifiés qu'il a utilisés pour me chasser ?» demanda Rodrigo. « C'est une fraude. Si nous pouvons prouver qu'il s'agit de faux, oui, » acquiesça l'agent Camargo. « Mais cela prendrait du temps que nous n'avons pas, » fit remarquer Jorge. « Si Rivera prévient Escorpion que nous sommes sur leurs traces, il pourrait s'en prendre à Miguel. » Termina Rodrigo, serrant plus fort son bras autour des épaules de son frère. L'agent Camargo observa Miguel attentivement. « Votre frère pourrait en fait être la clé, » dit-elle. « Si votre mère était en fuite depuis toutes ces années, elle a peut-être conservé des preuves comme assurance. Quelque chose pour se protéger si jamais il la trouvait. » Miguel leva les yeux écarquillés. « La boîte de maman !» s'exclama-t-il. « Quelle boîte ?» demanda Rodrigo. « Elle avait une boîte en métal qu'elle emportait toujours quand nous déménagions, » expliqua Miguel. « Elle disait qu'elle contenait des papiers importants. Après sa mort, je l'ai gardée avec moi. Elle est dans mon sac à dos. » Rodrigo fixa son frère, incrédule. « Tu l'as portée tout ce temps ?» Miguel hocha la tête. « Je ne savais pas quoi en faire d'autre. Maman a dit que c'était très important. » Les mains tremblantes, Miguel sortit une petite boîte en métal de son sac à dos. La clé était attachée à un cordon autour de son cou, caché sous son uniforme scolaire. « Elle m'a fait promettre de ne jamais perdre cette clé, » expliqua-t-il en ouvrant la boîte. À l'intérieur se trouvaient divers documents. Les actes de naissance de Miguel et de Rodrigo, les papiers d'identité de leur mère et une enveloppe scellée marquée « Au cas où il nous trouve, l'agent », Camargo enfilant des gants avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvèrent des registres manuscrits, des photocopies de chèques et plusieurs photos montrant une version plus jeune de leur père avec des hommes portant que des tatouages de scorpions. « Ce sont les registres des prêts de votre père, » dit l'agent Camargo en examinant le contenu, « et des preuves des opérations des scorpions remontant à 25 ans. Nom, date, montant. Est-ce suffisant ?» demanda Rodrigo. L'agent Camargo hocha lentement la tête. « Combiné. À ce que vous nous avez déjà donné, oui. Cela pourrait être la percée que nous attendions. » Rodrigo ressentit un mélange d'émotions. Soulagement d'avoir des preuves concrètes, tristesse de penser à sa mère vivant dans la peur pendant des décennies, et fierté qu'elle ait été assez intelligente pour rassembler des preuves contre ses poursuivants. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, nous allons vite, » dit l'agent Camargo en attrapant son téléphone. « Je vais réunir une équipe et obtenir des mandats, mais j'ai besoin que vous et votre frère restiez en sécurité jusqu'à ce que nous procédions aux arrestations. »
Nous pouvons utiliser ma maison dans les montagnes, après tout, suggéra Antonio, les ayant rejoints après avoir préparé les documents de fiducie. Rodrigo hocha la tête, puis se tourna vers Miguel. « Tu l'as fait, dit-il doucement. Toi et maman. Vous allez aider à faire tomber de très méchants individus. » Miguel rayonna de fierté. « Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas? La meilleure, acquiesça Rodrigo en serrant son frère dans ses bras. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Rodrigo et Miguel, accompagnés de George et de 2 gardes de sécurité, se retirèrent dans la maison de montagne d'Antonio, tandis que l'équipe de l'agent Camargo s'attaquait au syndicat Escorpión et à Carlos Rivera. Les nouvelles leur parvinrent par des appels sécurisés d'Antonio, qui était resté en ville pour coordonner avec les autorités. Ils ont arrêté 17 membres d'Escorpión, dont leur chef, a-t-il rapporté le premier jour. Les preuves de la boîte de votre mère ont permis de résoudre l'affaire. Le deuxième jour, les nouvelles furent encore meilleures. Rivera est en garde à vue, annonça Antonio. Ils ont trouvé des preuves directes de sa collusion avec Escorpião dans son bureau, et le comité de surveillance bancaire a confirmé que les documents qu'il vous a présentés étaient des faux. Rodrigo sentit un poids se soulever de ses épaules. Et Bastos Industries? Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain, dit Antonio. Ils veulent vous reprendre comme PDG, surtout maintenant que les liens criminels de Rivera sont publics. L'action de la société est en chute libre. Rodrigo regarda par la fenêtre, où Miguel jouait avec un chien appartenant au gardien d'Antonio. Le garçon avait l'air plus heureux et plus insouciant que Rodrigo ne l'avait jamais vu. « Dites-leur que j'aurai besoin de quelques jours pour réfléchir, » dit-il, se surprenant autant qu'Antonio. « Réfléchir ?» fit écho Antonio. « Rodrigo, il vous offre votre entreprise sur un plateau d'argent. »« Je sais, » dit Rodrigo calmement. « Mais j'ai d'autres priorités maintenant. » Après avoir raccroché, Rodrigo rejoignit Miguel dehors. L'air de la montagne était vif et pur, la vue sur la vallée en contrebas était spectaculaire. Pour la première fois depuis des années, Rodrigo se sentait en paix. Les méchants sont partis, demanda Miguel alors que Rodrigo s'asseyait à côté de lui sur l'herbe. Oui, lui assura Rodrigo. Grâce aux preuves de maman et à l'équipe de l'agent Camargo, ils ne nous dérangeront plus. Miguel hocha la tête en caressant la tête du chien. Alors on peut rentrer à la maison maintenant? Bientôt, dit Rodrigo. Mais j'y ai réfléchi. Peut-être pourrions-nous changer. Une nouvelle maison, peut-être? Miguel leva les yeux, curieux. Mais votre pentouse est si agréable. C'est vrai, acquiesça Rodrigo. Mais ce n'est qu'un appartement. Je pensais que nous pourrions peut-être trouver une maison. Quelque chose avec une cour où tu pourrais avoir ton propre chien. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Vraiment? Un chien comme Tito? Si tu veux, sourit Rodrigo. Et il y a autre chose dont je voulais te parler. Ils m'ont proposé mon poste chez Bastos Industries. C'est bien, n'est-ce pas? Demanda Miguel. Tu as gagné ta guerre. C'est bien, Rodrigo hocha la tête. Mais être PDG signifie de très longues heures. Je ne serai pas souvent à la maison. Le visage de Miguel s'affaissa légèrement. Oh, alors j'ai pensé à faire quelques changements, continua Rodrigo. Peut-être nommer quelqu'un d'autre pour gérer les opérations quotidiennes pendant que je me concentre sur la stratégie. De cette façon, je pourrais être à la maison pour le dîner tous les soirs, t'aider avec tes devoirs, peut-être même entraîner ton équipe de football. « Tu ferais ça ?» demanda Miguel, la voix pleine d'émerveillement. « Mais tu aimes ton travail. »« C'est vrai, » admit Rodrigo, « mais j'ai découvert qu'il y a des choses plus importantes que le travail. » Il fit une pause, rassemblant son courage pour des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des décennies. « Je t'aime, Miguel. Tu es mon frère et tu es la personne la plus importante de ma vie. » Le visage de Miguel s'illumina de joie. Il jeta ses bras autour de Rodrigo dans un câlin serré. « Je t'aime aussi, frère. » Assis ensemble à flanc de montagne, Rodrigo réfléchit au tourbillon que sa vie était devenue depuis cette nuit devant la fontaine. En quelques semaines seulement, son monde entier avait changé. Il avait perdu son entreprise et l'avait regagnée. Il avait affronté des criminels dangereux. Mais surtout, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas lui manquer. Sa famille. Le chemin à suivre ne serait pas facile. Il y aurait la presse à gérer, une entreprise à reconstruire et un jeune garçon à élever. Mais, pour la première fois de sa vie d'adulte, Rodrigo Bastos ne marchait pas seul sur ce chemin. Le dernier cadeau de sa mère
ne s'était pas limité aux preuves contenues dans la boîte en métal. C'était Miguel lui-même. Une seconde chance de se souvenir de qui il était vraiment sous les dehors d'hommes d'affaires fortunés. Une chance de faire partie d'une famille à nouveau. « À quoi tu penses ?» demanda Miguel en levant les yeux vers le visage pensif de son frère. Rodrigo lui sourit. « Je pense à l'avenir, notre avenir. Est-ce que ça va être bien ?» demanda Miguel avec une franchise enfantine. Rodrigo passa son bras autour des épaules de son frère, regardant le soleil commencer à se coucher sur les montagnes, peignant le ciel de teintes vives d'orange et de rose. « Oui, dit-il doucement. Je pense que ça va être très bien, en effet. » Au loin, une voiture apparut sur la route de montagne sinueuse. Antonio revenait avec la nouvelle que toutes les charges retenues contre Rodrigo avaient été officiellement abandonnées, que Bastos Industries attendait son retour, que leur avenir était assuré. Mais Rodrigo n'était pas pressé de le rencontrer. Pour le moment, il se contentait de s'asseoir avec son frère, regardant le coucher du soleil, sentant pour la première fois depuis 25 ans qu'il était exactement là où il devait être. Le nom qu'il avait tant essayé d'oublier, Bastos, un rappel de ses humbles débuts, était maintenant le nom qu'il portait avec fierté. Non pas à cause de l'empire qu'il avait construit, mais parce qu'il le reliait à la famille qu'il avait redécouverte, au frère qui avait tout changé. Rodrigo Bastos, murmura-t-il pour lui-même, enfin en paix avec qui il était et d'où il venait, ne fuyant plus son passé mais l'embrassant et l'avenir qu'il lui avait inopinément apporté.